Bonjour, je m'appelle Valérie Koskas, je suis en charge de la stratégie d'AWS pour la France. J'ai rejoint AWS il y a à peu près 1 an et demi, après avoir travaillé 6 ans chez Accenture, puis 12 ans chez Orange, et quasiment toujours dans des fonctions business. Je n'ai pas du tout un background IT. Ces dernières années chez Orange, avant de rejoindre AWS, j'ai fait de la... Alors là, c'est encore mieux. J'ai fait de la stratégie, du marketing produit et des partenariats à la direction de l'innovation. Et ensuite, de l'innovation et du digital à la direction de la stratégie. Et du coup, une fois que je me suis présentée en précisant que je n'avais pas un background IT et que, on va le voir, c'est un peu l'objet de cette présentation, ça m'intéresserait de faire un peu mieux connaissance avec vous. Alors, en one-to-one, ce sera pendant les pauses, mais en groupe, j'aimerais bien savoir parmi vous qui n'appartient pas à une direction IT. Waouh, génial! La dernière fois que j'ai posé cette question, j'avais un petit 10% de la salle qui avait levé la main. Là, on est à peu près sur 50%. Et c'est parfait. Donc j'en conclus que ceux qui n'ont pas levé la main appartiennent à une direction IT. Oui, génial, parce que cette présentation a pour objectif d'enrichir justement les conversations entre porteurs business et porteurs IT. Toute entreprise se pose déjà depuis quelques années la question de sa transformation digitale dans toutes les théories et les méthodologies de transformation digitale, on dit que cette stratégie est centrée sur le client et repose notamment sur 2 piliers que sont la big data et le cloud. Et en fait, on va voir que ces 2 piliers ont beaucoup en commun. Et c'est ce que je veux illustrer aujourd'hui pour enrichir vos discussions entre IT, qui parle pas mal cloud, business, qui parle pas mal big data, et les deux qui ne font pas toujours ce parallèle de cette façon. Donc aujourd'hui, pendant les 45 minutes qui vont suivre, je vais parler un petit peu de Big Data. Ensuite, je vais expliquer pourquoi il y a un lien fort avec le cloud, pourquoi un lien fort avec AWS, et passer le bon dernier tiers de la présentation à donner des exemples clients. Et ça se passera encore mieux comme ça. Alors cette magnifique page web 1.0, je ne sais même pas si on dit 1.0 en parlant de là, date de 95. C'était la homepage de Amazon.com en 95. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. À l'époque, il y avait 1 million de titres et déjà des prix bas. Et non seulement déjà des prix bas, mais aussi la partie qui est surlignée là, Eyes, c'était déjà un souci de personnalisation de la part d'Amazon. Dès le départ, Amazon voulait offrir à ses clients un service le plus personnalisé possible. Donc à l'époque, ça n'allait pas encore chercher très loin. Il s'agissait juste de faire de notifications email pour prévenir les clients de la sortie des derniers titres de leurs auteurs préférés. Mais c'est pour dire que dès 95, c'était déjà une préoccupation importante d'Amazon. Alors depuis, il y a eu pas mal de progrès. Et en fait, la big data, aujourd'hui, alimente la plupart des traitements d'Amazon, quelle que soit la direction, le métier d'Amazon, puisque vous savez que Amazon est sur beaucoup de métiers. Amazon est maintenant sur beaucoup de métiers, a connu une croissance spectaculaire. Le volume de ses data a connu également une croissance exponentielle. Et aujourd'hui, on a des tonnes d'exemples. Donc celui qui est illustré sur ce slide, c'est le fait qu'en s'appuyant sur des technologies big data, on arrive à décharger les camions très vite, en 30 minutes, et donc à livrer les clients. Alors pour ceux d'entre vous qui habitent à Paris, si certains d'entre vous utilisent le service Prime Now, vous savez qu'on peut être livré même dans l'heure.
Donc ça, c'est un exemple. De façon générale, dans nos fulfillment centers, c'est-à-dire nos entrepôts, pour optimiser les opérations dans nos fulfillment centers, on utilise énormément de traitements et de technologies big data. C'est le cas également au niveau de notre service client, où non seulement les opérateurs en charge de notre service client vont traquer les mails, les commentaires sur notre site ou autre, mais ils vont aussi traquer les signaux faibles venant des réseaux sociaux, permettant d'identifier le plus tôt possible, voire même d'anticiper des insatisfactions clients s'il y en avait, pour pouvoir les traiter le plus tôt possible et participer du coup à cette fantastique customer experience qui est la priorité première de Jeff Bezos dans sa vision pour Amazon. Sa vision repose sur une large gamme d'offres, des prix peu élevés et une belle expérience client. Donc tout ça pour dire que Amazon, quels que soient les métiers, j'aurais pu parler aussi de Prime Day d'ailleurs. Prime Day, la 3e édition de Prime Day, c'était le 11 juillet dernier. Il y a des dizaines de millions d'abonnés premium qui ont fait des achats sur Amazon pendant Prime Day, qui est devenu le rendez-vous qui a même dépassé Black Friday, Cyber Day, etc. Il a battu tous les records. Avec le pic, ça a été 12,9 millions de requêtes en 1 seconde. À un moment donné sur DynamoDB, qui est un outil Amazon. Donc tout ça pour dire que Amazon utilise dans ses métiers les technologies Big Data d'AWS et que du coup ça peut être intéressant de partager avec d'autres clients ce qu'il y a de fantastique dans ces technologies AWS. Quand on parle de Big Data, on parle de flywheel ou de ce cercle vertueux de croissance, partant évidemment des clients, des données générées par les usages de nos clients. Ces données générées par les usages clients sont analysées, permettant de mieux connaître, voire mieux comprendre les clients, et du coup de concevoir pour ce client de meilleurs produits. Et du coup d'alimenter ce cercle de croissance continue de meilleurs produits, donc plus de clients, etc. On aime bien chez Amazon une citation d'Edward Deming qui dit « Sans données pour l'étayer, votre idée est juste une autre opinion ». Amazon est vraiment une entreprise data-driven. Tout ce qu'on fait se base sur l'analyse des données générées par nos clients. Par exemple, alors maintenant la salle est presque pleine et je suis sûre que si vous sortiez tous, alors je vous demande de ne pas le faire, mais si vous sortiez tous votre ordinateur et que vous connectiez tous en même temps sur Amazon.fr, je suis sûre qu'on aurait au moins 2 ou 3 versions différentes du site Amazon.fr parmi vous dans la salle. Parce qu'en fait, on passe notre temps à faire en production de l'A/B testing et du coup d'analyser les comportements clients sur telle version plutôt que telle autre, de telle ou telle partie, hein, du bouton de recherche, du bouton de ajouter au panier, des rubriques, de telle ou telle bannière, etc. Et ensuite, on adopte les UI qui conviennent le mieux, qui sont le plus adoptés, qui génèrent le plus d'achats, etc. En fonction justement des données générées par chacune des versions. Donc en fait, tout ça pour dire qu'entre 95 et aujourd'hui, il se passe pas mal de choses et qu'aujourd'hui, c'est une période passionnante quand on travaille dans l'analytique et que ça va en croissance, c'est de plus en plus intéressant. Projetez-vous dans pas très très longtemps. Imaginez que vous avez envie d'aller d'un point A à un point B.
on pourrait tout à fait imaginer que vous sortiez votre mobile, vous connectez sur une application de type Uber pour aller dans votre point B, et que si on fait un mélange quelque part de Uber, Drivey et le véhicule autonome, donc sur votre application qui ressemble un peu à Uber, vous indiquez que vous voulez aller à tel endroit, il y a le véhicule de votre voisin garé pas très loin qui est prêt à être utilisé. Et puis, comme c'est un véhicule autonome, il va sortir tout seul du parking pour venir vous chercher au point A et vous emmener au point B. C'est dans pas si longtemps cette affaire-là. Donc c'est vraiment excitant. On dit que... alors, il y a des théories de 3V, 5V. Bon, en gros, on parle de big data quand on parle de volume, avec ce volume exponentiel de data générée. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. De vélocité, parce que les clients sont aujourd'hui dans l'immédiateté, ont besoin d'avoir tout à portée de doigts et livré en moins d'une heure. On a établi des standards en fait là-dessus. Variété, parce que l'éventail de données est extrêmement large. Véracité, parce qu'entre le déclaratif et le fait que quand un client déclare qu'il aime ci ou ça, c'est un peu un moi projeté, et ça ne couvre pas forcément 100% de la réalité. Et puis, les faux profils, les robots, etc., on n'est jamais tout à fait sûr de la véracité des données dont on dispose. Et dernier point, la valeur. On le voit quand dans une entreprise, on commence à travailler sur la stratégie Big Data de l'entreprise, qu'un des premiers chantiers à mener, c'est celui de la taxonomie des données, afin d'identifier parmi toutes les données dont on dispose, quelles sont les données qui ont vraiment le plus de valeur, parce qu'elles apportent de la valeur aux clients, parce qu'elles sont rares et que je suis le seul à pouvoir disposer de ces données sur ce client, etc. Et en général, on parle de Big Data quand on a ces 5 V. Alors, en matière de volume, justement, c'était le premier élément. De quoi parle-t-on ? D'après vous, quel pourcentage d'entreprises a un data warehouse de moins de 10 terabytes ? C'est 34% des entreprises. Et en fait, pire que ça, 45% des entreprises, il reste 3, 4, 5 places par ici, 2 par là. 45% des entreprises disposent de moins de 50 terabytes. Moins de 500 terabytes, c'est 19% supplémentaires. Moins d'1 pétabyte, c'est 9%. Et enfin, il n'y a que 4% des entreprises qui ont des data warehouses de plus de 1 pétabyte. Et en fait, parmi ces 4% d'entreprises, Amazon est sans doute l'une des 5-6 entreprises au monde disposant du plus gros volume de données. Prime Day que j'évoquais tout à l'heure, pendant Prime Day, il y a 52 pétabytes de données qui ont été transférées. Là, je parlais de volume. En matière de variété, alors ce graphe plutôt date un petit peu, mais je le trouve très explicite et il est très parlant. En gros, il mappe les types de données en données internes, donc générées par les clients de l'entreprise, dans le sein de... contrôlées par l'entreprise, on va dire, et les données externes générées par le client ailleurs. Et puis par ailleurs, il mappe aussi les données dites structurées. Je sais qu'il y a un peu de controverse sur structurées, non structurées, et les données non structurées. On voit que dans ces types de données, c'est effectivement très varié, et c'est énorme, et ça va bien au-delà
d'une vue un peu simpliste, qui pourtant, j'en suis consciente, demande parfois un travail de titan, consistant à dire, une fois que j'ai mes données CRM et les données venant de 2-3 réseaux sociaux, que j'ai tagué toutes les pages web de mon site et de mes applications, j'ai tout ce qu'il faut. On voit que si on fait que ça, on laisse beaucoup de données de côté. Et du coup, dans un data warehouse traditionnel, en général, les utilisateurs, on met au-dessus du data warehouse un certain nombre de data marts par métier, avec, je viens d'un opérateur, il y avait un data mart trafic qui était utilisé par plutôt des profils financiers, il y avait un data mart client qui était utilisé plutôt par le marketing, et il y avait des tas d'autres data marts. Et du coup, aucun n'avait une vision à 360 degrés de toutes les données générées par le client. Or, c'est vraiment la globalité qui est intéressante. C'est ce qui fait que IBM, par exemple, a racheté pour 2 milliards, je crois, une société de météo. Bon, c'est pas comme si IBM allait se mettre à faire de la météo. C'est juste que les données météorologiques ont beaucoup de valeur dans des traitements et des analyses et des cas d'utilisation, surtout, de la big data. Donc en fait, l'enjeu, c'est de casser les silos entre tous ces types de données, de récupérer toutes ces données, de les récupérer rapidement, de tenir l'échelle et que le fait de faire tout ça et d'analyser tout ça rapporte plus d'argent que ça n'en coûte. Alors non seulement les données explosent, mais les gens qui utilisent, même les personas qui utilisent ces données, explosent également. Ce n'est plus juste la petite équipe de data scientists cachée au fond du marketing, avec des profils qui étaient là depuis des années. Aujourd'hui, c'est data scientists, c'est toutes les équipes business, et en fait, idéalement, c'est même tout le monde. Et non seulement c'est tout le monde, mais c'est aussi des outils qui, désormais, ont besoin d'utiliser les données stockées dans un data warehouse pour créer d'autres traitements, d'autres analyses et alimenter et apporter de la valeur business. Alors on a une petite anecdote. Étant donné le volume de données générées chez Amazon, vous imaginez bien que, d'autant plus qu'à l'époque, on n'était pas encore sur des technologies AWS, la facture de notre côté était assez salée en fait. Amazon dépensait énormément en technologie Big Data pour ses propres besoins. Et donc, au moment où Jeff Wilke, qui est le CEO de toute l'activité retail au niveau global d'Amazon, au moment où il a dit bon, faudrait qu'on arrive à optimiser un petit peu tout ça, il a commencé cette initiative en fait autour de la big data en prenant 50 requêtes au hasard parmi toutes les requêtes qui tournaient sur les data warehouses, et il a dit pour chaque requête, moi je voudrais savoir qui l'a fait tourner, qui l'utilise et pourquoi faire. Parce qu'en fonction des réponses à ces questions, on voit si on a besoin de continuer à faire tourner la requête ou pas, puisque je vous disais, ça coûte une fortune, tous ces traitements-là. Et donc, il a fait sa petite enquête là, sur les 50 requêtes. Alors, assez rapidement, au bout de 2 questions, il y en avait beaucoup qui disaient « Non, en fait, finalement, on n'a pas besoin. C'est bon, cette requête-là, on peut la laisser tomber. » Donc, je ne sais pas à la fin combien elle en est restée. Mais en fait, la partie amusante, c'est que c'était pas ça le plus intéressant. Au fur et à mesure des questions qui étaient posées, il a vu que la partie la plus intéressante, c'était pas la partie data warehouse, c'était le fait de mieux comprendre le business de l'entreprise. Alors lui, il le comprenait à peu près, mais enfin les gens autour de lui, ça leur a permis de mieux comprendre le business de l'entreprise et surtout de mieux comprendre les flux d'informations au sein de l'entreprise. Et du coup, finalement, c'était un vrai sujet de change management.
Alors, une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce que la big data? La big data, c'est quand les sets de données deviennent tellement larges qu'il y a besoin d'innover pour les collecter, les stocker, les traiter, les analyser et les partager. Donc, je vous ai fait le coup de la tarte à la crème sur la transformation digitale. Je vais aussi faire la tarte à la crème de la stratégie Big Data. Je pense qu'à peu près toutes les entreprises en France aujourd'hui se sont posées au niveau du COMEX la question de quelle est ma stratégie Big Data. Donc la question, elle a été posée. Il y a eu des réponses apportées. Et puis après, on a commencé à se lancer. Et en général, c'est là que on arrive sur ah ben quand même c'est compliqué. En fait, ça prend des mois, et puis ça prend beaucoup plus que ce qu'on pensait. Et puis il faut commencer par payer, et puis on ne sait pas vraiment ce qu'il en sortira derrière, mais il faut mettre des gros chèques sur la table. Et on en est à peu près là, en fait, dans la plupart des entreprises. On n'a pas encore vu beaucoup ressortir les use cases. Et pourquoi on en est là? Parce qu'en fait, les entreprises en question, souvent, le réflexe naturel, c'est de se retourner vers les vendeurs d'IT traditionnels qu'on connaît, qu'on utilise déjà, et qui disent oui, mais bien sûr, mais Big Data, mais c'est une version un peu plus évoluée de la business intelligence, ça fait des années qu'on fait ça, bon, il y a juste un peu plus de données, et puis il y a peut-être un peu plus d'utilisateurs. Ah, un peu plus d'utilisateurs, ça va coûter beaucoup plus cher, puis un peu plus de données, oui, ça va coûter plus cher, et puis en plus, en fait, au bout d'un moment, mes outils, ils savent plus répondre. C'est pour ça que vu qu'il n'en ressort pas grand-chose de très très bon, il y a tellement d'argent qui ont été investis par les fonds de venture capital dans des tas de startups qui proposent des solutions agiles, pas chères et qui ont l'air de faire des merveilles en matière de big data. Mais ça, c'est si on s'appuie sur de l'IT traditionnel. En fait, le cloud permet de débloquer ces barrières. En matière de taille de données, pouf, on fait sauter la barrière. Je suis assez contente de mon effet de slide. On fait sauter la barrière du volume de données puisque un outil comme S3 scale à l'infini. Et en matière de nombre d'utilisateurs, pouf, il a compris, il y en a un qui suit. On fait sauter également la barrière, puisque là, on s'appuie plutôt sur des traitements de compute. Et EMR, Scale, qui est aussi un outil AWS, Scale également à l'infini et de manière complètement indépendante du volume de data généré. Et donc, effectivement, le cloud fait sauter les barrières qui se posaient dans l'exploitation de la big data. Parce que le cloud est élastique et hautement scalable, parce qu'il n'y a pas d'investissement a priori et que par définition c'est un paiement à la demande, parce qu'on ne paye que ce qu'on utilise et parce que tous les volumes dont on aura besoin sont disponibles en un clic, sans avoir besoin de les commander des mois à l'avance. Pardon. Okay. Et donc, c'est comme si le cloud avait été conçu pour la big data, puisque ça permet d'être agile, et donc de faire ce que j'évoquais tout à l'heure comme sur Amazon.fr, c'est-à-dire d'essayer, d'échouer rapidement si une idée n'a pas beaucoup de valeur, et de progresser, le tout en ayant dépensé juste quelques dollars ou quelques dizaines de dollars. Les technologies de compute sur AWS ont une performance qui permettent de ne pas être bloqué avec des traitements qui rament pendant des heures et des heures, et donc d'avoir des retours plus rapidement. AWS a aujourd'hui une petite centaine de services, je crois qu'on est à 90.
avec du coup un éventail de services très large qui permet de couvrir en fait l'ensemble des besoins. La scalabilité est inhérente au cloud. Le coût, ça a été évoqué un petit peu ce matin. Donc non seulement il n'y a pas d'investissement upfront, mais en plus, en général, des technologies cloud, c'est 1/10 du coût des technologies IT traditionnelles. Et les migrations sont du coup rendues beaucoup plus faciles. Alors là, j'aurais dû mettre une animation aussi. Donc, à gauche, c'est le Magic Quadrant de Gartner sur l'infrastructure as a service. En gros, ça couvre le stockage et la capacité de calcul, en très gros. Comme vous le voyez, Amazon Web Services est tout en haut à droite. Et ça fait des années que Amazon Web Services est tout en haut à droite de ce cadran-là. Et comme ça fait des années que AWS est en haut de ce cadran, tout le monde a développé les API et la compatibilité avec S3. Et tout le monde a tellement développé les API et la compatibilité avec S3 qu'en fait, S3 est devenu un data lake par défaut, voire un standard de facto finalement des data lakes. Et d'ailleurs, si vous cherchez sur Wikipédia la définition de data lake, vous tombez sur AWS S3. Donc c'est vraiment dire que c'est devenu la référence. C'est la référence parce que S3 peut stocker n'importe quoi. Toute la variété de données qu'on évoquait précédemment, structurées, non structurées, venant de telles et telles sources, puisque tout le monde est compatible avec S3, S3 stocke tout. Et du coup, c'est tellement un standard de facto que sur le cadran droit, et ben, en fait, AWS se retrouve aussi tout en haut à droite. Donc ce Magic Quadrant-là de Gartner, c'est celui des solutions de data management pour l'analytique. Et finalement, en fait, AWS se retrouve là aussi complètement en haut à droite. Et par conséquent, finalement, tout ça, c'est un raisonnement assez logique. Et par conséquent, tous les datasets dont vous pouvez avoir besoin pour alimenter vos analyses de big data se retrouvent également sur AWS. Donc là, j'ai mis quelques exemples, les données météorologiques, géospatiales, génomiques, statistiques, etc. Il y a donc des données de la NASA, il y a des données climatiques, il y a le Genome Project, pardon. Toutes ces données-là se retrouvent sur S3. Là, je parle des données publiques. Mais si vous avez besoin de datasets plus privés et que vous demandez à votre interlocuteur, celui qui fournit ces datasets privés, à tous les coups, ils sont également sur S3. Par exemple, la mairie de Paris a mis son projet Open Data sur un logiciel qui s'appelle Open Data Soft et qui tourne sur S3. Donc c'est vraiment finalement la source par défaut de tout le monde. Alors une fois que toutes ces données sont stockées à l'infini, accessibles par tout le monde, oui, c'est ça. Il reste aux business owners à pouvoir les utiliser. Comment les business owners vont pouvoir utiliser toutes ces données? Alors, donc, je zappe un certain nombre d'étapes de Big Data, donc j'arrive là directement à la partie visualisation. Et donc là aussi, il y a un outil d'AWS qui s'appelle QuickSight, qui est basé sur le cloud également, et qui permet de retrouver ces données sur n'importe quel écran, de manière scalable, sans avoir besoin de se préoccuper d'upgrade, de configuration, etc. C'est natif dans le browser. Ça coûte 1/10 du coût d'une solution IT traditionnelle. Merci.
Et même si vous n'avez pas envie de passer sur QuickSight et que, vos business owners ont l'habitude de travailler avec un tableau ou un clic ou n'importe quel autre logiciel de visualisation, en réalité, il est fort probable que ces logiciels se retrouvent également dans la marketplace d'AWS, qui au global comporte plus de 4000 logiciels aujourd'hui, dans 35 catégories. Parmi les 4000, les plus de 4000, il y en a plus de 400 dans des catégories de big data. Et donc, une fois de plus, comme S3, c'est tout aussi ouvert que S3. Et donc là aussi, en termes de visualisation, vous allez pouvoir trouver votre bonheur chez nous ou pas chez nous, mais compatible avec nous. Et puis, dernier point, il y a aussi tout un écosystème de partenaires pour vous accompagner sur, justement, AWS et la Big Data, et notamment en France. Et Cécilia, au fond de la salle, d'ailleurs, saura très bien répondre à vos questions sur le sujet à la fin de la présentation, si vous le souhaitez. Et du coup, alors tout ça, ça sert quand même à tirer des bénéfices business. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises utilisent AWS pour la Big Data à l'étranger, en France. Pour présenter des... Alors, j'ai fait le choix de ne pas forcément mettre énormément d'exemples français, parce que j'ai voulu mixer à la fois donner des exemples assez variés et qui soient des références publiques. Donc voilà, au final, il y a un exemple français. Malheureusement, je ne peux pas mettre la vidéo parce que je n'ai pas réussi à trouver la compatibilité, mais je crois qu'elle va tourner aujourd'hui, cette vidéo. Donc Diana Aramendi, c'est la Chief Marketing Officer de Drivey. Drivey, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est une plateforme de location de voitures entre particuliers, qui a levé 31 millions d'euros en 2016 en France, hein, et qui donc fait correspondre une offre que sont les voitures avec une demande que sont les locataires de voitures. Et en fait, pour leur big data, ils s'appuient sur AWS, et en fait c'est très important pour eux. Ça leur permet d'identifier les zones où il y a plus de demandes, et du coup où il faudrait qu'il y ait plus de voitures, et du coup d'adapter leur plan marketing pour cibler dans telle ou telle zone leur démarche afin d'avoir plus de loueurs de voitures dans telle ou telle zone de préférence. Alors au Japon, NTT Docomo, opérateur mobile, à peu près 70 millions de clients, a fait le choix de reposer complètement toute sa stratégie Big Data sur AWS, en ayant en fait deux drivers forts. Premièrement, leur IT traditionnel posait de gros problèmes de performance, justement parce qu'il y avait de plus en plus de data et de plus en plus d'utilisateurs. Et puis d'autre part, c'est un opérateur, donc un opérateur d'importance vitale, ou l'équivalent au Japon, je ne sais pas comment ça s'appelle, les OIV au Japon. Donc ils avaient évidemment aussi de fortes exigences de sécurité. Donc en fait, ils ont mis en place un système leur permettant de collecter des données internes et externes, de les préprocesser on-premise dans leur data center, de les chiffrer, de les envoyer ensuite sur S3. De S3, elle passe sur Redshift, qui est notre solution de data warehouse, et Redshift est du coup le data warehouse utilisé pour faire tourner toutes les requêtes, non seulement des utilisateurs initiaux de NTT Docomo, qui sont très contents parce que ça va 10 fois plus vite maintenant qu'avant, mais en plus, depuis, NTT Docomo se met à ouvrir de plus en plus cette architecture-là à des partenaires qui se mettent à l'utiliser également. Et ils sont en train de généraliser à tout leur IT les procédures de sécurité qu'ils ont mises en place dans le cadre de ce projet-là.
Alors un autre exemple d'une entreprise de gestion des déchets un peu similaire à ce que à Veolia. Donc le problème des municipalités quand il s'agit de gestion des déchets, c'est de gérer les coûts inhérents aux camions, aux éboueurs et aux tournées des uns et des autres. Les embouteillages aussi, peut-être que c'est un souci dans certaines municipalités. Et puis le fait de maintenir une ville propre. Ce qu'ils ont fait, c'est d'équiper leurs poubelles de capteurs, de connectivité et de compacteurs. Et donc, désormais, une poubelle, d'une part, compacte, ce qui arrive, et d'autre part, signale quand elle doit être vidée et quand elle n'a pas besoin d'être vidée. Mais du coup, il y a deux sources d'optimisation. D'une part, la mairie peut décider que dans la tournée, c'est pas la peine de passer dans tel quartier parce que les poubelles sont pas pleines, donc il n'y a pas besoin d'aller les vider. Donc on optimise la tournée des éboueurs. Et d'autre part, par contre, on repère que telle poubelle, elle est toujours pleine en 2 heures, et que donc ça vaudrait peut-être la peine de rajouter des poubelles dans ce quartier-là. Et donc, finalement, en superposant à la fois les technologies d'IoT et les technologies de Big Data, il en sort de meilleures opérations pour la ville et les citoyens. Adrienne Cockcroft a parlé tout à l'heure de l'exemple BMW. On aura sûrement des exemples français bientôt à pouvoir commenter. Pour l'instant, on n'a pas encore de référence publique. Mais donc, alors, je ne connais pas grand-chose en voiture, mais je crois que BMW série 7, c'est des très belles voitures. Et en fait, les constructeurs automobiles doivent se confronter à plusieurs enjeux. D'une part, saisir les nouvelles tendances comme des opportunités plutôt que des menaces. Les nouvelles tendances en question étant le véhicule autonome, la voiture comme objet connecté ou les services en mobilité. Et puis d'autre part, il faut un peu changer les cycles, parce que le cycle de fabrication d'une voiture, on est sur 7 ans. Cycle de fabrication d'un software, il n'y a plus de cycle. Ça peut être 3 fois par jour qu'on fait des updates. Et puis jusqu'à présent, un constructeur automobile avait une relation one-shot avec son client quand le client achetait une voiture. C'est un peu moins vrai maintenant avec le SAV, etc. Mais disons que ce n'est pas une relation continue. Mais désormais, les technologies lui permettent d'avoir une relation continue avec le client. Et donc là, on est vraiment dans le temps réel. Donc, problème de tendance business et d'adaptation de cycle et de business model, finalement. Donc Adrienne Cockcroft l'a évoqué ce matin. En fait, ils ont mis en place un projet, Carasso, Car as a Sensor, qui collecte les données anonymisées générées par les automobilistes de ce modèle de voiture quand ils conduisent. Ces données sont uploadées vers le cloud et permettent du coup d'améliorer la carte proposée dans la voiture pour l'ensemble des utilisateurs de ces voitures-là, en fournissant des informations plus précises en termes de limites de vitesse, de géométrie des routes et finalement de précision de la carte. Aujourd'hui, ils considèrent ce logiciel de cartographie comme une source de différenciation. Et d'ailleurs, de façon plus générale, le logiciel devient pour le constructeur automobile une source de différenciation et lui permet d'engager en direct avec le client. Ce sera d'ici 2018, 100 000 voitures, 8 milliards de kilomètres qui seront traités par ce projet. Hearst, j'aime bien. Alors le Hearst, en gros, c'est le Lagardère américain, un peu schématisé. Donc ça fait des magazines. Et par exemple, justement, le Elle américain, le Cosmopolitan et d'autres titres féminins ou pas féminins. Ça fait aussi des chaînes de télé, par exemple ESPN, qui est un peu moins, c'est plus une chaîne de sport. Et puis Hearst est aussi actionnaire de Fitch Ratings, de BuzzFeed, etc.
Et en fait, ils ont souhaité analyser tous les clics et tout le trafic finalement de leurs clients sur tout leur site web, de tous leurs titres, afin d'analyser les contenus tendances et d'augmenter la recirculation des clients entre leur site web. Et donc, ils ont mis en place une solution qui traite 30 terabytes de données par jour, qui sont stockées sur S3, envoyées également sur Redshift, et qui sont ensuite poussées vers l'outil de visualisation de Hearst, utilisé par les éditeurs de chaque chaîne ou chaque magazine. Au total, ça leur a fait gagner 25% d'engagement client sur leur site web. Au final, on dit souvent que une des valeurs de la big data, c'est d'analyser ce qui s'est passé dans le passé en rétrospectif, de faire des analyses et donc de gagner de l'argent, de faire des économies. Une autre valeur, c'est de savoir gérer le temps réel et donc de pouvoir rebondir et gagner de l'argent. Et puis, si on va plus loin et qu'on y ajoute un peu des technologies de machine learning et deep learning, là, on va jusqu'à faire du prédictif. Et en fait, ça va être l'objet des présentations suivantes. Donc, en fait, le grand message, c'est que c'est aussi un sujet de change management. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est équipe business. Assurez-vous que vos équipes techniques partent sur des technologies modernes quand il s'agit de travailler sur la big data. Et équipe technique, sensibilisez vos équipes marketing au cloud parce que je ne sais plus ce que j'ai dit. Équipe technique, sensibilisez vos équipes business au cloud, parce que de ce que je vois, les équipes business ont souvent tendance à considérer que le cloud c'est pour la technique, alors qu'en réalité non, justement, puisque ce sont les mêmes leviers qui alimentent ces deux types de technologies. Chacune peut améliorer et accélérer l'autre. Pour aller plus loin, je vous propose plusieurs choses. D'une part, des sessions aujourd'hui. Donc à 12h10, il y aura une session d'Alexandre dans cette même salle sur les services d'intelligence artificielle d'AWS. À 13h55, en complément finalement, en vue complémentaire de cette vision-là, vous pouvez écouter la présentation de Lise au 5e étage également sur AWS et la conformité, GDPR, etc. À 13h55, au 3e étage, vous pouvez aller écouter Benoît qui est là au fond de la salle, descendre un cran technique un peu plus loin, mais encore très accessible en matière de data. Et enfin, là c'est plus aujourd'hui, c'est un peu plus tard, dans la semaine du 27 novembre, il y a reInvent, notre grand événement annuel à Las Vegas. Je pense que vous pouvez encore vous inscrire. Mais bon, si ça fait un peu short notice, n'hésitez pas à surveiller les nouvelles qui en sortent. Il y a toujours beaucoup d'annonces autour de reInvent. Et enfin, dans la semaine du 11 décembre, on ne peut pas encore s'y inscrire, mais ça ne saurait tarder. Dans la semaine du 11 décembre, on fait un webinaire par jour, de 15h30 à 18h, sur l'intelligence artificielle. Alors là, je ne vous cache pas que ce sera un peu technique, normalement. Je vous remercie.